Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition un peu particulière des Vœux de l'Ordre 2021, des vœux à distance, pandémie oblige. Alors je suis avec Jacques Guérin, président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chères consoeurs et chers confrères. Merci de votre présence à ces vœux maintenant traditionnels de l'Ordre des vétérinaires chaque début d'année. Monsieur le Président, vous allez nous parler des sujets majeurs qui feront l'actualité vétérinaire en 2021. Et pour cela, nous serons rejoints en vidéo par 4 personnalités. Mais en attendant de leur donner la parole, je vous propose de revenir sur l'année 2020, année qui a été marquée par la crise sanitaire. Quels enseignements tirez-vous de cette crise pour la profession ? Immanquablement, le Covid-19 a été l'effet marquant de cette année 2020. La profession vétérinaire n'échappe pas à cette règle. La profession vétérinaire a fait preuve, de mon point de vue, de générosité, d'adaptation dans un contexte difficile. La générosité, c'est d'avoir mis à disposition des masques, des vêtements de protection, c'est d'avoir mis à disposition aussi des appareils d'aide à la respiration pour sauver des vies humaines. Et je n'oublierai finalement jamais le symbole d'un samedi soir du grand rabbin de Metz appelant l'Ordre des vétérinaires pour trouver en urgence des respirateurs. Et c'est un fait qui m'a effectivement énormément marqué. C'est aussi une profession qui est résiliente, puisqu'elle a réussi à passer la crise dans de correctes conditions, même si la première période de confinement a été difficile. Mais pour autant, l'activité est restée soutenue et je crois que nous ne sommes pas une profession qui doit se plaindre finalement de cette année 2020 en termes d'économie. Voilà, je crois que c'est ça que je retiendrai de cette année Covid. Après, il y a aussi les amertumes qui ont eu lieu, c'est-à-dire le fait que la profession vétérinaire n'a pas été énormément mobilisée dans le cadre de cette crise. Pour autant, et pourtant, je dirais 5000 de nos confrères et de nos consoeurs s'étaient proposé la réserve sanitaire. Ils n'ont pas été appelés dans ce cadre-là. Nous avons eu quelques difficultés sur la question de la biologie vétérinaire et des plateformes de tests PCR qui étaient à disposition. La chose s'est finalisée. Maintenant, tout le monde est content finalement de l'apport de la médecine vétérinaire et de la biologie vétérinaire. Pour autant, rien n'a été simple au départ. Alors finalement, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que finalement recourir aux compétences vétérinaires est un aveu d'échec pour la santé, le secteur de la santé humaine. C'est l'interrogation qui me reste. Bon, je crois que finalement les choses vont se tasser, les choses vont s'organiser et le fait que le président de la République annonce l'arrivée imminente d'un vétérinaire au sein du conseil scientifique est une bonne chose. Oui, on a eu l'impression au début de la crise que les vétérinaires étaient un peu oubliés des politiques de santé. Effectivement, cette nomination, vous le disiez, est une bonne chose. Comment est-ce que vous expliquez le fait que l'optique One Health n'ait pas eu plus de succès d'emblée ? Alors, One Health, c'est d'abord, il faut le savoir, un concept vétérinaire qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé animale il y a une quinzaine d'années, à peu près, et qui a été porté, et bien porté au niveau international. Les informations qui ont été finalement diffusées récemment par le gouvernement avec la création du Haut Conseil scientifique One Health, une seule santé, qui regroupe finalement les experts de l'OMS, les experts de l'OIE, les experts de la FAO et les experts du plan national des Nations Unies pour l'environnement, est une bonne idée, est une bonne chose et marque bien que ce concept est ancré au niveau international. Comme il est finalement aussi ancré dans les équipes de recherche pluridisciplinaires où on voit se côtoyer des médecins, des vétérinaires, des écologues. Alors, One Health, pour autant, on en parle en temps de crise. Et entre les deux crises, le grand public n'en entend pas parler et je crois qu'on n'a pas assez de pédagogie ou d'éléments concrets qui nous permettent de dire et de matérialiser, de concrétiser ce qu'est One Health au niveau du citoyen en France. Alors voilà, c'est ça la difficulté, c'est comment rendons-nous ce concept qui est immanquablement novateur et porteur d'espoir,
comment faisons-nous pour que nous ayons des actions qui soient opérationnelles et de terrain. Et là, ça manque, si vous voulez, ça manque cruellement. Et je prendrai juste 2 exemples. Au moment du Covid, l'appel à la biologie vétérinaire, on en a parlé tout de suite, a été un calvaire. Pour autant, il y aurait eu un intérêt rapidement à faire travailler les biologistes humains, médecins, pharmaciens et les biologistes vétérinaires. Et c'était quelque chose qui était possible il y a une dizaine d'années. Et on a fait une segmentation de la biologie médicale et de la biologie vétérinaire. Et aujourd'hui, ce problème-là n'est toujours pas réglé. On a vu le temps qu'il a fallu pour finalement réadapter et refaire que ces scientifiques travaillent ensemble. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'antibiorésistance, des plans éco-antibio 1 et 2. Et maintenant, nous allons parler, et on annonce le plan éco-antibio 3. Les vétérinaires se sont, je dirais, investis dans ces plans. Avec beaucoup de succès d'ailleurs. Avec du succès. Et pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils étaient dans un premier temps quand même en position d'accusé. C'est-à-dire qu'on a mis ce problème-là sur la table sous l'angle des mauvaises pratiques que les vétérinaires auraient mis en place, ou dont ils se rendraient coupables dans le cadre des traitements des populations animales et des maladies bactériennes. Je crois que nous avons démontré que nous savions prendre les choses différemment. Mais aujourd'hui, je constate que la profession vétérinaire a avancé, la santé animale a avancé. Je ne vois pas la santé humaine avoir fait le même chemin. Et je crois que s'il y a un plan éco-antibio 3, ce plan il doit marcher sur ses 2 jambes, la santé animale, bien sûr, la santé humaine aussi. Et donc, si nous bâtissons un plan qui implique à la fois les médecins hospitaliers, les médecins de ville et les vétérinaires, bien entendu, et non pas les seuls vétérinaires. Malgré le contexte, des dossiers à forte implication pour l'exercice de la profession vétérinaire ont avancé. Ça a été le cas notamment le 18 novembre avec le vote à l'Assemblée nationale de la loi DADU, diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Je crois que cette loi comporte des avancées majeures pour la profession vétérinaire. Alors c'est, je dirais, l'étoile qui a éclairé notre ciel en 2020, l'aboutissement de tout un travail qui a été effectué depuis plusieurs années et qui a effectivement abouti à des dispositions qui vont permettre d'aider au maintien et à l'installation de vétérinaires dans les zones rurales sous-denses en vétérinaire, ce qu'on a pu appeler ou ce qu'on appelle les déserts vétérinaires. Alors, pour moi, c'est remarquable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail d'approche qui a été fait par VetFutur France dans ses réflexions professionnelles, qui a été fait par l'Observatoire national de la démographie vétérinaire, qui a été finalement aussi porté par ce que nous remontions, ce que nous ressentions du terrain, c'est-à-dire le manque de la difficulté à recruter des vétérinaires dans les établissements de soins vétérinaires. Et puis nous avons eu un symbole, c'est le départ de nos consoeurs d'un petit village de l'Aude, Couisa, dans la haute vallée de l'Aude. Et tout ça, finalement ces éléments ont permis de produire auprès des parlementaires, des sénateurs dans un premier temps et des parlementaires, de mettre ce sujet au-dessus de la pile. Et de leur dire, voilà, on a une urgence et effectivement, il y a un problème. Ne pensez pas que le problème des déserts médicaux sont liés qu'aux carences en médecins. Les vétérinaires sont aussi dans la même problématique. Et je crois que dans un temps record, finalement, à partir du moment où on a eu une acceptation de ce problème comme étant un problème urgent, on a su, avec les ministères concernés, celui de Mme Jacqueline Gouraud, ministère en charge des collectivités territoriales, et le ministère de l'Agriculture avec M. Julien de Normandie, nous avons su créer les conditions pour effectivement passer des dispositions législatives. Et je tiens là tout particulièrement à remercier les services de la Direction générale de l'enseignement et la recherche du ministère de l'Agriculture qui nous ont, je dirais, beaucoup aidés sur l'écriture de ces textes et avec lesquels nous avons énormément collaboré. Bien entendu, les services de la DGL étaient aussi alertés et dans le travail. Mais je crois qu'on a eu finalement quelque chose qui a été fait dans un temps suffisamment contraint pour garder son sens. Et pour être efficace.
Alors maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais des dispositions législatives, c'est bien. Les décrets d'application et les arrêtés d'application, c'est mieux. Et donc, peut-être que 2021 nous apportera, je l'espère, la concrétisation de ces prémices de la loi Dadu. Autre changement en 2020, c'est la multiplication des chaînes de cliniques vétérinaires. À ce sujet, je vous propose d'écouter Florence Dirne, docteure vétérinaire et présidente du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires des Hauts-de-France. Bonjour à tous et bonjour Jacques. L'année 2020 a été marquée bien évidemment par la crise sanitaire engendrée par la pandémie du Covid-19 qui a impacté notre quotidien, tant personnel que professionnel bien sûr. C'est une année qui a également vu l'émergence d'investisseurs qui sont entrés ou qui souhaitent entrer au capital des sociétés d'exercice vétérinaires françaises et l'arrivée de différentes chaînes de cliniques bouge le paysage professionnel vétérinaire que nous connaissions jusqu'alors. L'année 2021 qui se profile sera marquée par le débat sur la question de l'indépendance professionnelle, qui est une valeur vraiment fondamentale et qui est, je crois, l'un des piliers majeurs pour toutes les professions libérales réglementées, dont fait partie la profession vétérinaire, bien sûr. La défense de l'indépendance professionnelle figure parmi les missions essentielles de l'ordre des vétérinaires, à l'instar de tous les ordres professionnels. Alors les questions que j'aimerais poser et qui se posent à l'orée de cette année 2021 sont pourquoi et en quoi le sujet de l'indépendance professionnelle est à ce point actuellement prégnant et important. Je me pose également la question, et je vous la pose, pourquoi l'indépendance professionnelle sera un des thèmes vraiment majeurs de la réflexion et du débat ordinal en 2021. Et enfin, est-ce que c'est un sujet qui est relatif à la seule personne physique ou bien est-ce que cela touche également à la personne morale ? Pourquoi le sujet de l'indépendance professionnelle est-il si important ? Alors d'abord, je crois que notre paysage professionnel est en train de bouger fortement, notamment dans les établissements de soins vétérinaires qui soignent des animaux de compagnie, avec effectivement l'arrivée d'investisseurs au capital des sociétés vétérinaires. Alors l'Ordre des vétérinaires n'a sur ce sujet pas de dogme, n'en fait pas une question de principe, mais fait une analyse qui lui est demandée dans le cadre de ses missions, fait une analyse de conformité des statuts de ces sociétés et de leur fonctionnement. Alors, l'ordre, une de ses missions essentielles est de garantir l'indépendance des professionnels. Et quand on regarde, c'est plus précisément ce qu'on met derrière le mot indépendance professionnelle, vous avez l'indépendance de la personne physique, le vétérinaire, quand il agit, quand il fait un diagnostic, quand il prescrit, quand il donne une expertise. Deuxièmement, vous avez la personne morale. Et là, c'est effectivement un peu plus compliqué de traduire en fait opérationnel ce qu'est l'indépendance d'une société vétérinaire. Mais le Code rural ne s'arrête pas là. Il parle aussi de l'indépendance de la profession vétérinaire. Donc je crois que cette notion déontologique est une notion cardinale de la profession. Elle n'est pas uniquement une question cardinale pour les vétérinaires, mais aussi pour l'ensemble des professions réglementées qui sont organisées en un ordre. Et donc, de temps en temps, régulièrement, il faut la revisiter, puisque la déontologie n'est pas une science morte, elle est une science qui vit avec son temps. Donc, il me semblait, et j'ai partagé finalement avec l'ensemble des présidents des conseils régionaux cette idée, que nous devrions, en 2021, porter ce débat. Alors, sous l'angle, bien entendu, juridique, c'est essentiel, sur l'angle aussi de l'expérience des autres professions réglementées, mais aussi sous l'angle de la philosophie et comment finalement cette notion dans le temps évolue pour aujourd'hui s'adapter au monde moderne. Et pour moi, une société vétérinaire n'est pas une société comme une autre. Elle n'est pas régie uniquement par le code du commerce, elle est aussi régie par le code du rural et de la pêche maritime. Et en ça, il faut lui garantir son indépendance. Parce que les vétérinaires
qui exercent au sein de ces sociétés sont confrontés à quelques raisons impérieuses d'intérêt général que sont la santé animale, que sont la protection animale, que sont la protection du consommateur ou la santé publique. Donc pour moi, c'est un sujet majeur et central qui est finalement le socle de notre mission et de l'existence même d'une profession réglementée. Et tout un processus va être décliné sur 2021 pour se terminer au congrès de Saint-Malo, où nous débattrons entre conseillers ordinaux du sujet avec l'aide de juristes, de philosophes et de professions réglementées hautes. On parle notamment des médecins, je crois, qui viendront nous rejoindre pour nous expliquer quel est leur rapport, si vous voulez. Et je vais vous donner juste un exemple, qui là aussi a trait au Covid-19 et à la crise que nous avons connue. Les biologistes humains, les médecins et les pharmaciens biologistes, aujourd'hui, ont été dans une situation en mars où il a été questionné leur indépendance professionnelle. Et on voit bien que les choix qui ont été faits par les médecins et les pharmaciens biologistes il y a 10 ans sont ceux que les vétérinaires s'apprêtent à faire aujourd'hui. Donc analysons aussi dans la cinétique ce que deviendront les décisions qu'on va prendre aujourd'hui. C'est ça mon intérêt et c'est ça que je porterai à travers l'indépendance professionnelle, thème majeur du congrès de Saint-Malo. Un thème qui a beaucoup occupé l'actualité de la fin de l'année a été aussi celui de la protection animale. Le gouvernement a présenté le mois dernier un plan d'action pour lutter contre l'abandon des animaux de compagnie et auquel les vétérinaires étaient associés, je crois. Alors, bien entendu, on y est associé puisque un de nos vétérinaires députés, le député Loïc Dombreval, a proposé un projet de loi sur la protection animale et il n'est pas le seul député à porter, je dirais, ces questions-là. On voit qu'elles prennent une importance importante dans l'opinion publique et elles seront certainement dans les élections qui sont à venir, notamment l'élection présidentielle, l'élection régionale, l'élection des députés qui s'en suivra. Je crois que ça va être un thème majeur des campagnes politiques. Et donc, on a un certain nombre de mesures qui doivent venir conforter et protéger cet animal. Alors, bien entendu, il y a des questions qui vont se poser. Alors, on peut être d'accord, pas d'accord, on va en discuter avec l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, on a des projets face à nous et ils doivent certainement mûrir et se bonifier. Je retiendrai une notion qui pour moi est importante, peut-être aussi importante que l'indépendance professionnelle, c'est celle du secret professionnel. Et je crois que ce n'est pas le secret en lui-même la question qui est posée, c'est celle de la levée du secret professionnel. C'est-à-dire dans quelles conditions un professionnel de santé animale doit pouvoir, parce qu'il y a un intérêt collectif à le faire, remonter une information à son administration de tutelle ou au service de l'État pour des questions de maltraitance des animaux. Et on sait que la maltraitance est aussi souvent liée à la maltraitance humaine. Donc la question, c'est que si on veut que le vétérinaire, tout en gardant la confiance de son client, parce que c'est ça le socle de la relation de soins, c'est la relation de confiance. Si on ne veut pas que cette relation de confiance s'érode, il faut précisément dire dans quelles conditions le secret professionnel pourra être levé. Et si on demande au vétérinaire de le faire, le vétérinaire n'est pas un délateur, il n'est pas non plus un lanceur d'alerte anonyme sur les réseaux sociaux. Il est un professionnel qui a pignon sur rue et qui devra vivre après avec sa clientèle et dans l'environnement dans lequel il est. Et aujourd'hui, je vois trop sur les sujets de protection animale de problèmes qui se terminent par des agressions physiques de vétérinaires qui sont un petit peu seuls dans leurs établissements de soins. Donc je crois que, travaillons sur ce secret professionnel, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui intéresse l'ordre, mais faisons-le aussi en garantissant la protection physique et l'intégrité physique des professionnels vétérinaires, puisque là, il y a un vrai sujet et un vrai danger. Parlons des perspectives pour cette année 2021. Je sais qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la médecine vétérinaire solidaire. Et vous avez annoncé en décembre la création, ou plutôt la renaissance, d'un réseau associatif de vétérinaires qui s'appelle Vétérinaires pour tous, destiné aux animaux de compagnie des personnes démunies. Pour nous parler de médecine solidaire, je vous propose d'écouter le docteur vétérinaire Christian Collineau, qui est praticien dans la Vienne. Bonjour à tous. Oui, la médecine solidaire existe depuis longtemps chez les vétérinaires. Dans chaque structure, chacun a trouvé les astuces pour que les clients les plus démunis puissent avoir accès à des soins de qualité, que ce soit par des remises, la gratuité de certains actes, par des paiements plusieurs fois. Mais chacun a essayé de faire en sorte que les choses se passent au mieux pour ses propres clients, avec évidemment chacun dans son coin.
C'est le premier écueil. Et le deuxième, c'est que cela laisse sur le bord de la route, évidemment, tous ceux qui n'osent pas pousser la porte de nos structures pour avoir des soins pour leurs animaux. Alors, à la fin du siècle dernier, déjà maintenant, Vétérinaire pour tous est un concept qui a été créé et qui s'est appliqué dans un certain nombre de départements. Malheureusement, peut-être parce que la cohésion n'était pas suffisante, peut-être parce qu'il n'y avait pas une colonne vertébrale suffisamment stricte et définie, il n'a pas pu s'installer durablement dans le temps et malheureusement, à part dans quelques départements, il n'a pas pu avoir cette aura sur tout le territoire qu'on aurait pu souhaiter. Dans notre département, les vétérinaires, depuis très très longtemps, ont l'habitude de se réunir et de faire des actions communes et de travailler ensemble. Donc ça a été plus facile et Vétérinaire pour tous, en fait, perdure depuis maintenant plus de 20 ans. Et avec l'aide financière du département, de la ville de Poitiers, de laboratoires partenaires et aussi des centrales d'achat qui sont partenaires des vétérinaires, il a pu continuer son action jusqu'à aujourd'hui. Avec plusieurs axes. L'axe principal, bien évidemment, c'est l'accès aux soins médicaux et chirurgicaux pour les compagnons des gens les plus démunis, qu'ils soient clients ou pas, de la structure, avec un ratio de 3/3, donc avec un tiers qui est à la charge du client, sauf accord particulier, un tiers qui reste à la charge du vétérinaire et un tiers qui est pris en charge par Vétérinaire pour tous 86. Le deuxième axe, c'est une action de vaccination pour les chiens qui se fait, elle, au printemps, et une action de stérilisation pour les chats qui se fait à l'automne, avec dans les deux cas l'identification qui est faite si elle est nécessaire, et tout ça bien sûr réservé aux personnes les plus démunies. Le troisième axe est un axe conjoint avec les mairies pour la stérilisation de populations félines errantes. Et en dernier petit point, une aide aux soins pour des animaux à but thérapeutique ou à but de bien-être dans certaines institutions. Alors, je dirais que la médecine vétérinaire pour tous, la médecine solidaire, est un vrai beau sujet pour 2021 et qui nous mènera aussi pour un vrai beau sujet en 2022. C'est cette idée de proposer une solution unifiée, rationnelle, organisée, sécurisée, pour que nous puissions permettre à des personnes qui sont impécunieuses, qui sont dans la précarité, tout en conservant le lien qui est pour eux structurant homme-animal, d'accéder aux soins vétérinaires. Je pense que c'est le devoir et l'honneur de la profession vétérinaire de pouvoir permettre cette chose-là. Alors, elle ne le fait pas seule, elle le fait en coopération avec les services sociaux, puisque ces personnes démunies seront, je dirais, éligibles au dispositif par l'entremise des services sociaux. Et on le fait aussi en coopération avec les associations de protection animale. Bien entendu, il s'agit de synergie, il s'agit d'une solution complémentaire vétérinaire. Les vétérinaires, comme l'a dit mon confrère, depuis longtemps le faisaient, je dirais, dans l'alcôve de leurs établissements de soins vétérinaires, à bas bruit et sans en faire, je dirais, de publicité. Il s'agit simplement d'être efficace et que sur tout le territoire, y compris dans les départements d'outre-mer, nous puissions avoir cette solution-là. Alors, pour ce faire, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéraux, l'association des vétérinaires animaux de compagnie de France et l'ordre se sont regroupés sous la marque Vétérinaire pour la vie, Vétérinaire pour la planète, pour lancer ce grand projet 2021. Nous avons l'ambition de créer 13 associations régionales, qui sont des associations à but non lucratif d'intérêt général, qui porteront en elles un certain nombre de délégations départementales. On estime que sur la France, nous serons en capacité de créer 45 antennes départementales. Et nous aurons une fédération tête de réseau qui viendra animer l'ensemble des dispositions. Plus, bien entendu, et je vous l'ai dit, des antennes qui seront dans les départements d'outre-mer, qui ne seront pas, bien sûr, oubliés, puisque là aussi, il y a des problématiques qui se posent. Alors, l'aide qui va nous être apportée par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du plan de relance est précieuse. C'est une aide pour structurer ce réseau vétérinaire particulier. Je remercie le ministre de l'Agriculture
l'agriculture, Julien de Normandie, de cet arbitrage-là, parce que je crois qu'il va nous permettre de structurer pour que dans un deuxième temps, nous soyons pérennes dans nos actions, et ça sera ça notre ambition pour les 2 années à venir. Donc très très beau projet pour la profession vétérinaire. Et l'accès aux soins, elle se pose pour les plus démunis, elle se pose aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, parfois pour les éleveurs dans les régions qui peinent à attirer de jeunes vétérinaires. C'est un des sujets importants que vous aurez à traiter cette année ? C'est un sujet latent depuis quelque temps. On a parlé tout à l'heure des déserts vétérinaires. Je pense qu'on a un devoir dans tous les points du territoire, quelles que soient les espèces, de trouver des solutions pour les animaux. Et les vétérinaires se doivent d'être présents. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que l'intérêt pour la médecine dans les zones rurales sous-denses, désertifiées, il n'y a pas que le désert vétérinaire, il y a aussi le désert administratif. Il y a un certain nombre de sujets qui sont de l'ordre des collectivités territoriales qu'il va falloir traiter. Mais très clairement, nous sommes à un endroit charnière comme on en a connu lors du dernier siècle, après la guerre 14-18, où finalement le cheval de traction et le cheval militaire ont été abandonnés, les vétérinaires ont dû s'adapter. Et donc aujourd'hui, je sens que nous sommes dans cette rupture qui pourrait se produire dans les zones rurales, et il faut qu'on s'en inquiète parce qu'une fois que ça sera désertifié, ça sera trop tard. Alors, parmi les solutions évoquées justement pour lutter contre le déficit de vétérinaires ruraux, il y a la formation. Je vous propose d'écouter Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a tenu à vous adresser un message. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour monsieur Guérin. Il peut sembler un peu bizarre qu'un président de conseil régional, fût-il celui de la première région agricole de France et en valeur d'Europe, vienne vous saluer et présenter ses vœux, mais je crois qu'il y a un intérêt à vous informer de ma démarche, de notre démarche. J'ai souhaité inventer, créer une 5e école publique vétérinaire à Limoges. Pourquoi Limoges ? D'abord parce que son université, son CHU ont développé de nombreux laboratoires sur la santé vétérinaire. Ensuite, parce que nous pensons, face à la crise d'une forme de modèle économique et social du monde vétérinaire, de votre métier, parfois de la déprise vétérinaire dans des zones d'élevage importantes, et nous le vivons comme il y a une déprise de la médecine humaine, qu'il fallait intervenir. Et c'est sur ces 2 problématiques, rapprocher médecine humaine, médecine vétérinaire, médecine environnementale, d'une part, et enrayer avec un nouveau modèle de formation par le stage sur le terrain, mais aussi par la proximité, que nous avons proposé la création d'une 5e école vétérinaire sur le site de Limoges pour la grande région. Parce qu'aussi, et vous le savez mieux que moi, 50% ou presque des vétérinaires sont formés à l'étranger. Alors je sais qu'il y a des projets d'écoles privées, mais je pense que si on veut attirer des enfants d'agriculteurs ou des enfants de milieu rural qui y reviendront dans une école publique sera toujours plus efficace, même s'il faut repenser son modèle. Et c'est ainsi que, dès la rentrée 2021, nous accueillerons des jeunes stagiaires que nous allons essayer de former, aussi de proposer une formation supplémentaire aux années d'école vétérinaire pour le travail de la recherche avec l'université et le CHU de Poitiers, en relation avec l'école supérieure d'agronomie de Bordeaux. Et c'est ce réseau-là, cet ensemble-là, cette ambition-là que je voulais vous faire partager à l'occasion de ces vœux. Je vous souhaite la meilleure année 2021 que tout le monde mérite bien. Votre réaction ?
Alors je tiens à saluer la conviction et l'ambition du président Alain Rousset. Je partage complètement son approche One Health, et tout à l'heure je me plaignais finalement du manque de projets opérationnels. En voilà un, et je crois qu'il faudra l'accompagner. Je partage aussi sa conviction quant au stage, quant à l'immersion et quant à la façon dont nous pourrions accueillir les jeunes confrères pour finalement travailler avec eux une logique dans leur stage pour les intéresser, je dirais, aux métiers vétérinaires qui sont en relation avec les zones rurales. Alors je n'évacuerai pas, bien entendu, la question de la 5e école vétérinaire, qu'elle soit publique et qu'elle soit privée, peu importe. Je souhaiterais simplement rappeler quelques chiffres clés qui sont tout frais. Au 31/12/2020, nous avons inscrit au tableau de l'ordre 1113 vétérinaires. Donc on voit bien qu'on n'est pas en déficit d'inscription au tableau de l'ordre. Par contre, ces vétérinaires-là ont été pour 52% d'entre eux formés hors la France. Donc ça, c'est un sujet, et qui est un sujet qui renvoie finalement à une politique gouvernementale de la souveraineté de la France par rapport à la formation de ces vétérinaires sur le territoire. Donc voilà, là, il y a une vraie question, et c'est une vraie question sur laquelle il faut que les politiques puissent nous répondre. Alors, après, il y a les faux arguments que la profession vétérinaire a avancés, qui consistent à dire que ce n'est pas en formant plus de vétérinaires qu'on mettra des vétérinaires dans les campagnes. Et ça, effectivement, je partage aussi ce constat-là, puisque ce qui est en question, c'est le modèle économique. C'est la qualité de vie dans les zones rurales, et c'est le ratio vie privée, vie professionnelle qui aujourd'hui, pour les professions réglementées, est quelque chose de très contraignant, puisque les vétérinaires sont astreints à la permanence et à la continuité des soins 24 heures sur 24. Donc voyez-vous, je crois que derrière l'ambition du président Rousselet, il va falloir que nous trouvions les bons arguments. S'il faut une école vétérinaire, une 5e école vétérinaire, pourquoi pas? Mais pour autant, il s'agira d'un seul diplôme en France, avec les mêmes contraintes que ceux que les écoles nationales vétérinaires ont aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche, et qui n'est pas que la recherche clinique, qui est aussi la recherche fondamentale, mais le standard européen, mais aussi voilà, l'ensemble des prérogatives qui font qu'aujourd'hui, nous avons une formation de haut niveau en France. Donc voilà. Il y a certains sujets qui, à mon avis, méritent d'être approfondis. Il y en a d'autres qui font que la Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région agricole, va devenir pour moi un laboratoire d'idées, notamment de la façon dont la loi Ddadue, les dispositifs vétérinaires, vont se décliner en région. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je vous propose d'écouter Viviane Moquet, qui est la présidente de la section alimentation et santé du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je voudrais revenir évidemment sur cette année de 2020 qui était très particulière, avec la pandémie liée au SARS-CoV-2. Je voudrais évidemment adresser mes pensées à ceux qui ont été touchés et ceux qui sont en première ligne. Les vétérinaires ont été très présents et ont participé à l'effort national. Ils sont reconnus pour intervenir lors de crises sanitaires. Mais il y a une compétence à laquelle je suis plus attachée, qui est moins médiatique, qui est celle de l'anticipation. L'organisation sanitaire de l'État a la particularité en France de reposer sur les vétérinaires privés ou clientèle en raison de notre faible taux de vétérinaires officiels par unité de cheptel. L'ensemble de rapports que j'ai eu à superviser au cours des 6 dernières années de ma présidence de la section du CGER Alimentation Santé pointent effectivement un risque important de déficit de cette surveillance lié à la raréfaction de l'installation des vétérinaires en zone rurale, particulièrement les jeunes. Nos jeunes générations sont bien évidemment attachées au bien commun. Cependant, le modèle économique de l'exercice en zone rurale, les conditions d'exercice, l'attractivité des territoires sont autant de freins à l'installation des jeunes générations. Lors de l'évaluation de la capacité de la France à faire face aux urgences sanitaires, en mission que nous avons conduite avec nos collègues de la santé, de l'environnement et de l'intérieur, nous avons également pointé cette faiblesse
en plus d'une faiblesse liée au point d'entrée sur le territoire au moment du Brexit. Ce point mérite aussi d'être souligné. Sur la faiblesse de nos surveillants sanitaires, je tiens à féliciter les organisations professionnelles qui se sont réunies pour le projet de gestion de base de données sanitaires vétérinaires, projet Calypso. Nous sommes à une période de vœux, donc j'adresse à tous mes vœux personnels, mais je voudrais également adresser des vœux professionnels. Notamment, je souhaiterais voir avancer en 2021 de manière significative un dialogue constructif avec la profession agricole, un dialogue avec les élus sur les conditions d'exercice en milieu rural, un dialogue avec les pouvoirs publics sur les missions en santé publique. J'aimerais bien évidemment connaître la position et vous entendre, Monsieur le Président, connaître la position du Conseil national de l'ordre des vétérinaires sur l'ensemble de ce sujet. Je vous remercie. Alors je crois que pour répondre à ma consoeur Viviane Moquet, je dirais que les dossiers sont identifiés. Elle a évoqué Calypso, qui est un projet qui est lié à la gestion des données dans les élevages et à la communication de ces données, à la valorisation de ces données dans l'expertise vétérinaire. Je crois qu'on pourrait aussi citer la permanence et la continuité des soins, on pourrait citer le suivi sanitaire permanent, on pourrait citer la télémédecine, on pourrait citer la délégation d'actes. Donc pour moi, un certain nombre de dossiers vétérinaires sont sur la table. Ils sont ouverts, ils sont travaillés, mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous n'avons pas abouti sur l'ensemble de ces dossiers. Et c'est ça qui finalement est frustrant depuis maintenant 1 ou 2 ans, c'est que nous n'arrivions pas à conclure. Alors la question qui est posée finalement n'est pas forcément la question de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire, puisqu'on y a réfléchi. La question n'est pas non plus forcément une question de méthode. Nous avions expliqué que la feuille de route lancée par le précédent ministre Stéphane Le Foll était trop pléthorique, donc il fallait la restreindre. Nous l'avons restreint et pour autant nous n'avons pas abouti. Donc ce n'est pas une question de méthode. Il me semble que nous sommes là face à un consensus, un problème de consensus en politique entre les vétérinaires, les éleveurs et l'État. Je forme le vœu en 2021 et je l'adresse au ministre de l'Agriculture. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, réunissez-nous, réunissez les éleveurs, réunissez les vétérinaires, réunissez vos services ensemble sous votre patronage pour que nous nous disions les choses une bonne fois pour toutes, que nous actions un certain nombre de choses. Choisissons peut-être 2, 3, 4 sujets maximum, mais soyons dans l'engagement que ces 3 ou 4 sujets seront finalisés avant la fin 2021. Les collectivités territoriales auront, de mon point de vue, et on l'a vu avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine, auront effectivement leur rôle à jouer, un rôle essentiel à jouer, et peut-être d'innovation dans la façon dont ils perçoivent la profession vétérinaire dans ces zones rurales. Voilà les premiers éléments que je pouvais donner à ma consoeur Viviane Moquet, mais je crois qu'effectivement, ça mériterait plus de développement. Dans d'autres lieux, j'inviterai tout le monde effectivement à discuter autour de la table. J'espère que les vétérinaires sont toujours autour de la table. Et ce que je souhaite surtout au-dessus de tout, c'est que la médecine vétérinaire des animaux de compagnie ne soit pas prise en otage finalement des rapports de force que nous avons maintenant de manière permanente dans les productions animales. C'est ça qu'il va falloir à un moment donné traiter. Et si on traite ce sujet-là, je dirais que normalement, tout ce qu'on a mis sur la table et tout ce qu'on a réfléchi depuis un certain nombre d'années doit pouvoir se mettre et se cranter et se mettre de manière opérationnelle sur le terrain. Et en guise de conclusion, je dirais que je ne peux pas ne pas citer une satisfaction toute personnelle de 2020 qui est de voir, dans le cadre de la loi Dadu dont on a parlé tout à l'heure, le fait que les parlementaires aient ratifié 2 ordonnances qui sont relatives à la profession vétérinaire, qui sont assez anciennes, puisque une date de 2011, c'est celle sur l'acte vétérinaire, et l'autre de 2015, c'est celle sur la réforme de l'ordre des vétérinaires. Et en plus, nous avons abrogé une loi relative à l'ordre des vétérinaires de 1947. Alors, vous voyez, en matière vétérinaire, les choses vont lentement, sûrement, mais lentement. Des fois, il faudrait que ça aille plus vite. On le réclame, en tout cas. Mais là, en l'occurrence, des événements qui sont passés inaperçus, mais qui, pour moi, sont quand même à valeur symbolique. Et je dirais que dans ce sillage-là et dans cette réflexion-là, je souhaiterais qu'on ait le courage politique de lancer un grand chantier, qui est celui
de la profession vétérinaire dans le code rural et de la pêche maritime. Aujourd'hui, dans une espèce de millefeuille réglementaire, législative, avec des dispositions qui parfois peuvent s'opposer, sont inextricables, et à chaque fois, on replâtre, si vous voulez, quand on a besoin, on replâtre, on modifie, et tout ça a perdu du sens. Et je dirais que ça n'est pas l'apanage du ministère de l'Agriculture, puisque le ministère des Armées vient même modifier le code rural pour parler des vétérinaires des armées. Donc vous voyez, tout le monde s'y met, et je crois qu'à un moment donné, il va falloir le courage de remettre tout ça sur la table et d'avoir une logique et un chapitre dédié à la profession vétérinaire, à ses missions et les modalités dans lesquelles elle peut exercer, et dans lesquelles j'espère bien qu'on y mettra de la biologie vétérinaire. Ça, c'est mon clin d'œil pour la fin. En tout cas, l'année 2021 sera riche uniquement des projets et des sujets qui seront terminés, opérationnels, et dont les vétérinaires pourront capitaliser. Là, ça sera la véritable richesse de 2021. 2021, c'est aussi, et je le répète, le congrès de l'ordre qui va se tenir à Saint-Malo, la ville des corsaires et des flibustiers. Donc peut-être que ça va nous donner quelques idées dans notre année 2021 et la conduite de notre année 2021. 2021, c'est aussi, je l'espère, la convivialité retrouvée. Je vous incite tous, les uns et les autres, à profiter d'une innovation, le vaccin pour vous protéger, c'est important. Et je pense que ça n'est pas que vétérinaire. Il faut aussi soutenir l'effort de la médecine et de la santé humaine pour nous protéger vis-à-vis de ce coronavirus. En tout cas, mesdames et messieurs, une excellente année 2021. Vous me permettrez de remercier les conseillers ordinaux et les collaborateurs de l'Ordre des vétérinaires pour leur immense mission et leur abnégation au service de la profession vétérinaire. Encore une fois, merci à tous et excellente année 2021. Jacques Guérin, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne année dans le respect des règles sanitaires.